Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver donc avec Bernard Squarcini qui a été le patron de la DCRI. Nous sommes dans une période d'enquête, de fouilles, de répliques militaires, de conséquences politiques avec le Congrès. Et puis évidemment, nous allons parler avec Bernard Squarcini de vie quotidienne car ça va vous concerner pendant les semaines et les mois qui viennent. D'abord, bonjour. Bonjour Guillaume Durand. Abdelhamid Abaoud, celui qui est présenté par certains organes de presse ce matin comme le commanditaire. Est-ce que vous le connaissez ? Personnellement, non, je vous rassure. Mais c'est une succession de chefs qui, à laquelle on a à faire face. Peu importe, je dirais, les chefs, ce sont les consignes données sur les théâtres d'opération et le retour sur les territoires nationaux qui importent. Molenbeek, c'est le centre, pour vous qui avez travaillé sur ces sujets longtemps. C'est le centre en Europe. La Belgique, depuis les attentats de 1995 en France, constitue une plaque tournante. Depuis très longtemps, depuis le premier GIA, les attentats algériens, donc commis sur notre territoire national. C'est devenu un hub. Et la plupart des réseaux que l'on a démantelés marquent l'empreinte belge. Mais vous vous rendez compte que pour moi, qui regarde la télévision, comme tous les Français qui nous écoutent ce matin, ils voient Bernard Cazeneuve avec le ministre belge de l'Intérieur. On se demande tous, mais alors pourquoi pas plus tôt ? Pourquoi pas avoir un... Alors la Belgique... cerner le quartier... Absolument, on n'a pas le même niveau institutionnel, je dirais, que la France. Et c'est un pays qui est en proie à rechercher un gouvernement stable. Il y a une espèce de routine. Mais par contre, les services de renseignement et la gendarmerie belge, la police belge, travaillent très bien. Les choses se sont passées très vite. La diffusion a été faite après les attentats, bien sûr, sanglants, qui sont commis à Paris. Le temps que la voiture passe la frontière, il n'était pas alors signalé. Par contre, la police belge a très vite marqué des points et a pu récupérer les intéressés. Bernard Squarcini, l'impression qu'on a ce matin quand on discute ensemble et qu'on regarde les dépêches tomber, c'est de se dire au fond à terme, puisque les informations avancent, il y a des perquisitions en Belgique, à Toulouse, dans la banlieue parisienne, on se dit on va finir par identifier tous les gens probablement qui ont participé à cette affaire. Je vais y revenir. Mais la grande question des Français ce matin, c'est de se dire comment on n'a pas pu la prévenir, cette affaire. Mais c'est une opération commando, kamikaze, pour la première fois sur notre sol national, qui est planifiée bien loin. C'est une équipe franco-belge qui prend manifestement ses sources en Syrie. Ça veut dire qu'il faut à la fois une action très importante de nos services de renseignement extérieurs, la DGSE principalement. Deuxièmement, une coopération avec certains pays, CIA, NSA américaine, les Anglais, mais surtout, nous n'avons plus aucun contact avec les services syriens où tout se passe. Donc c'est ça la faille ? Il y a un problème, je dirais, opérationnel. Vous ne pouvez pas connaître le nom des Français qui sont en Syrie si vous ne discutez pas avec vos homologues syriens. Donc ce qui fait que cette affaire n'a pas pu être empêchée, c'est-à-dire la chevauchée meurtrière dans le 10e et 11e arrondissement et l'affaire du Bataclan, c'est l'absence d'informations à la source ? Je pense qu'il y a une faille au niveau de la source, même si on savait qu'une menace très forte et une action très grave allait se passer, c'était monté un petit peu dans les tuyaux, mais on ne savait pas où ni quand, mais on s'y préparait, d'où Vigipirate renforcé et les frappes successives sur la partie Daesh Syrie. Mais sur la partie opérationnelle très pratique, très individuelle, il a manqué bien sûr beaucoup d'éléments. Mais ces gens-là étaient déjà en Syrie depuis 2012. Ce matin, la plupart des partis politiques, en attendant le Congrès, on va voir ce qu'ils vont dire, ils seront évidemment beaucoup plus critiques qu'au mois de janvier, approuvent quand même les bombardements qui ont eu lieu hier. Mais quand on regarde et quand on perçoit ce qui a été dit aux jeunes gens qui sont morts au Bataclan, on a clairement entendu, semble-t-il, d'après les témoignages recueillis ce matin, c'est à cause de l'intervention française que vous allez tous mourir. Mais Guillaume Durand, c'est aussi dans le communiqué où le président est ciblé nommément et nos frappes également. Mais lorsqu'on va faire la guerre à l'extérieur, on rassure d'abord et on met des sacs de sable d'un certain niveau sur notre territoire national pour que les Français puissent vivre au quotidien sans aucun problème. Mais vous l'approuvez, ce bombardement supplémentaire ? Bien sûr, ça fait partie, mais je dirais de toute la panoplie. Mais on ne doit plus être seul. Il y a aussi également l'intervention des pays arabes. Il y a également la coalition. Il y a également l'Europe. Pourquoi serions-nous seuls à aller faire la guerre et bien sûr à prendre toutes les conséquences néfastes et funestes qui s'abattent sur notre territoire. C'est donc la grande question pour beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. Pourquoi nous, les Français, sommes-nous particulièrement touchés ? C'est un choix politique et diplomatique, bien sûr, au départ, faire la guerre tout seul. Mais ensuite, comme lorsque nous intervenons dans le Sahel, nous savions que nous devions faire face à des attentats de la part d'AQMI, puisqu'on a deux menaces.
Une Daesh qui est beaucoup plus importante et une Al-Qaïda, Maghreb islamique et autres, en partie en provenance d'Afrique et bien d'ailleurs. Et donc, à ce titre-là, nous nous étions organisés déjà depuis longtemps. Pour la partie Daesh, nous manquons de renseignements parce que, depuis la révolte des printemps arabes, les services de renseignement de tous ces pays se sont effondrés et en Syrie, nous n'avons plus de coopération. Est-ce que vous considérez que ce qui est fait en matière d'antiterrorisme ces dernières années, notamment évidemment depuis que François Hollande est au pouvoir, est bel et bien fait? Ou est-ce qu'il y a des failles? Alors écoutez, l'affaire Mera a été politisée à outrance. Nous ne rentrerons pas dans ce jeu. Deuxièmement... Donc Toulouse, la présence de François Hollande en plein camp de temps. Non, mais c'est pas ça. C'est une politisation à outrance. Cette affaire est malheureusement tombée. Elle était grave. Nouveau modus operandi. Un loup solitaire qui, après 15 jours de formation, revient et commet tous les massacres que l'on connaît. Ça ne s'est jamais vu. C'est tombé pendant la campagne électorale. On n'y revient pas. 3 types d'infractions nouvelles sont créées par Nicolas Sarkozy. Le retour des zones de djihad, la surveillance Internet et l'infraction individuelle en vue d'une entreprise terroriste. Nous demandons également, et les commissions d'enquête parlementaires qui se déroulent à ce moment-là, une réévaluation et une création d'une loi sur le renseignement. Tout ceci est tombé aux oubliettes et il faudra attendre les gros événements très importants de Charlie pour recommencer à parler de cette loi qui prendra une importance beaucoup plus grande, presque indigeste, pour en arriver maintenant à des mesures dont on n'a pas encore les effets aujourd'hui. Donc il s'est écoulé 3 ans pendant lesquels on perd notre niveau. Et là, c'est la responsabilité, d'après vous, du gouvernement? Mais non, mais c'est un choix de priorité. Tout simplement, politique, bien sûr. Soit on fait de la sécurité nationale un choix prioritaire, et ce n'est pas les signaux d'alerte qui nous arrivaient et les notes que l'on faisait pour expliquer que on ne pouvait pas d'un côté aller combattre AQMI au Sahel et armer les mêmes islamistes qui sont des poches islamistes irakiennes alliées aux opposants syriens, on n'allait pas leur donner des armes. C'était ça la différence. Donc cette menace, elle a toujours existé, mais elle est devenue de plus en plus importante. Donc il faut adapter le niveau de riposte et de contre-mesure, tout simplement. Est-ce qu'il faut effectivement arrêter pour une période donnée et mettre des bracelets électroniques à des gens qui sont fichés S? Alors, les c'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Oui, il faut, je dirais, bien affiner ce dispositif. Il y a des gens sur lesquels on n'a rien, juridiquement parlant. On sait qu'ils sont partis en Syrie, qu'ils vont revenir. Ils ont une capacité de dangerosité de passage à l'acte, une prédisposition au passage à l'acte. Ils savent qu'ils vont être surveillés. Donc, ils attendent au bout de 2 ans qu'on se soit épuisé pour passer à l'acte. Qu'est-ce que l'on peut faire sur ces gens-là? Il faut créer une catégorie sui generis au niveau d'une police administrative. Ça s'était fait à l'époque des attentats du GIA. Rappelez-vous, il y avait des assignations en résidence à Folembray pour des gens chez lesquels on n'avait rien trouvé en perquisition ou contre lesquels on n'avait rien à reprocher, mais on les avait mis en attention et en résidence surveillée pour éviter qu'ils ne passent à l'acte. Est-ce que vous considérez que dans l'état d'urgence, il va falloir pratiquer, puisque vous avez dirigé la DCRI et que vous êtes toujours évidemment dans la sécurité, maintenant des fouilles qui sont permis pour les je pense évidemment, comme tous les Français, à la période qui nous sépare des fêtes de Noël, c'est-à-dire les grands magasins, les espaces publics où on fait des courses. Il y aura un avant et après Bataclan dans la mesure où, pour la première fois, la notion de kamikaze est intervenue. Des gens coordonnés, déterminés, prêts à mourir. C'est la première fois que nous en avons sur le territoire national. Ça veut dire qu'on va ouvrir les vestes et pas simplement fouiller les sacs. C'est exactement ça. Mais j'irai même plus loin. Aujourd'hui, le modus operandi, dans les pays concernés qui sont les cibles de ces attentats aveugles, mettent en rôle également les femmes et des enfants de 15 ans. Il va falloir s'habituer à ouvrir les vestes, comme vous dites, au niveau de l'ouverture des entrées des grands magasins, outre les sacs, bien sûr, mais je crois que ça va faire partie d'une nouvelle culture et un nouvel état d'esprit. C'est tout à fait obligatoire. Les gens ont connu dans leur mémoire, évidemment, ce qui s'est passé pendant le 11 septembre, ce qui s'est passé en Espagne avec Atocha. À l'époque, d'ailleurs, on avait retiré le contingent espagnol d'Afghanistan. Il y a eu ce qui s'est passé à Londres. Et maintenant, il y a ce qui se passe à Paris. Là, je parle des grands événements, pas les attentats secondaires. Oui. Pourquoi sommes-nous plus particulièrement, je reviens à cette question, parce qu'elle est centrale pour les gens qui nous plus particulièrement ciblés actuellement, et est-ce qu'on va pouvoir dépasser, nous, comme l'ont dépassé les Américains, les Anglais ou les Espagnols? Nous avons, depuis le gouvernement Chirac, été fortement ciblés par les différentes vagues de succession de prédicateurs islamistes, pour différentes raisons législatives, interventions militaires. Nous savons que nous arrivons au même niveau juste après les Américains et les Anglais. Donc nous sommes très clignotants dans le rouge, d'où Vigipirate renforcé et des effectifs qui s'usent.
des effectifs en opération spéciale qui, sur le terrain, bien sûr, ne ménagent pas leur peine, obtiennent des résultats. Les matériels souffrent également, mais nous avons un retour en sécurité intérieure. Vigipirate renforcé, ça implique l'intervention du contingent militaire. Des efforts ont été faits durant les 48 heures pour rassurer la population et tenir les institutions, et notamment tout ce qui existe dans les grandes villes et les centres parisiens, ambassades et autres. Nous sommes ciblés. Donc il va falloir s'inscrire dans la durée. Nous approchons de fêtes chrétiennes. Je rappelle qu'à l'époque, déjà, le GIA voulait faire des attentats à Strasbourg. Donc tout ceci s'inscrit nécessairement dans un renforcement, un relevé des sacs de sable qui doivent nous protéger, car aujourd'hui, on l'a vu, ce n'est pas suffisant face à des gens très déterminés. C'est l'occupation du terrain et la dissuasion qui paye. Bernard Squarcini, donc l'ancien patron de la DCRI, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique, et nos camarades de LCI que je remercie, qu'on va retrouver évidemment et suivre tout au long de la journée. Merci à vous, bonne journée. Merci Guillaume.